milité quand j'étais en classe de 4e. Et j'ai été formé dans ce parti où j'ai gravi tous les échelons. Donc nous sommes des militants. Nous ne faisons pas de la politique par pur opportunisme. Nous ne faisons pas de la politique pour des intérêts égoïstes. Nous le faisions parce que nous avons constaté qu'il y a une injustice dans la société sénégalaise. La répartition des richesses est très inégale. Et les masses populaires souffraient au moment où il y avait une bourgeoisie comprador. En ce moment, donc, en tant que jeune révolutionnaire, j'ai milité à la Ligue démocratique et je ne l'ai pas regretté, même s'il y a eu des divergences après. Mais il y a eu une évolution quand même. Vous êtes parti des jeunesses, étudiants, élèves étudiants, et ensuite responsable des jeunes de la LDMPT quand même. Oui, j'ai gravi tous les échelons à la Ligue démocratique, mouvement pour le Parti du travail. J'ai d'abord, dans mon engagement politique, comme leader du mouvement élèves et mouvement étudiant, j'ai dirigé et créé le mouvement des élèves étudiants dialogistes, qui était l'organisation qui regroupait tous les élèves et tous les étudiants de la Ligue démocratique, mouvement pour le Parti du travail de l'époque. J'ai ensuite dirigé ce qu'on appelait à l'époque le mouvement démocratique des jeunes, qui était l'organisation de jeunesse de la Ligue démocratique, mouvement pour le Parti du travail. C'est d'ailleurs à travers cette organisation qui était démocratique et qui recevait des jeunes qui sont ou pas de la Ligue démocratique que j'ai pu intégrer la Ligue démocratique. Mais il faut aussi... par la suite été intégré au bureau politique. Oui. Ensuite, j'ai été intégré à la direction de l'instance suprême du parti, le secrétariat national, où le premier poste que j'ai occupé, c'était l'éducation politique et la formation. Et après, j'ai été le secrétaire national chargé de la communication et porte-parole du parti. Mais il y a un point aussi important, c'est-à-dire en 2000, vous avez quand même coordonné la jeunesse de l'opposition. De manière tacite, j'ai coordonné la jeunesse de l'opposition avec des luttes épiques avec le parti socialiste qui était très fort à l'époque, avec des leaders qui avaient des moyens colossaux. Nous avons donc, c'est d'ailleurs pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il nous a fallu préparer tout ça, tout ce processus-là. En tant que parti de gauche, nous ne pouvions pas à l'époque avoir la même vision de la préparation des élections. C'est pourquoi nous ne sommes pas entendus avec Idrissa Seck, et je lui avais dit à l'époque, Monsieur Idrissa Seck, le PDS n'est pas disponible et veut qu'on diffère cette tournée, mais nous allons faire la tournée sans vous. Et je pense que c'est en ce moment que nous avons fait cette conférence de presse rappelée tout à l'heure. Et je rappelle qu'à l'époque, Abdou Diouf m'avait répondu et nous avait répondu. En quoi disant? Abdou Diouf avait dit que nous devions remplacer nos slogans alternance ou la mort par démocratie ou la mort. Donc, Abdou Diouf nous avait répondu au lieu de me convoquer. Ouais, il a préféré répondre. Il a pris la réponse. Mais une très belle réponse. Vous savez, Abdou Diouf, c'est un homme élégant, quoi qu'on puisse dire. C'est un homme élégant, un homme ouvert, qui a toujours mis en avant quoi qu'on puisse dire, parce qu'on a beaucoup de divergences sur les orientations du pays, mais c'est un homme ouvert, c'est pourquoi il a pu intégrer dans son gouvernement des gens de l'opposition. Parce que ce qui est important pour un homme d'État, c'est de mettre en avant les intérêts de la nation, quoi qu'il arrive. Nos personnes ne représentent rien devant les exigences d'une nation. Ce qui fait de nous une nation, ce trait d'union-là, on ne doit jamais effacer ça. Et cette expression effacée aujourd'hui a envahi le landerneau politique. Oui, effacé. Nous devons comprendre que nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Encore que même les ennemis se parlent. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie se parlent par intermédiaire et souvent se rencontrent. Mais pourquoi nous élevons le débat en bas de la ceinture? Oui. Le niveau politique aujourd'hui des débats est très faible à mon niveau. Je pense qu'il va falloir réorienter les choses, recadrer les choses pour qu'on sache que nous faisons tout ça pour l'intérêt de la nation. Nous, quand nous nous battions très jeunes, nous étions en face des injustices sociales, des inégalités sociales. Et nous nous battions pour que cela change. Mais pour autant, est-ce que ça a fondamentalement changé aujourd'hui? Je vous repose la question. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, vous voulez vous soigner en tant que malade, vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas vous soigner. Le professeur Bathily, mon mentor, m'avait dit un jour, Abdou Karim, au Sénégal, on a la santé de sa poche. Et on continue d'aujourd'hui, mais c'est très important. On a la santé de sa poche. La santé de sa poche, je ne l'ai jamais oublié. C'est un homme d'inspiration. Aujourd'hui, on vit la même chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens, vous ne vous soignez pas. Nous en savons quelque chose, nous qui sommes responsables. Nous sommes interpellés tous les jours par l'achat des ordonnances, par les scanners, par les consultations, etc. Mais est-ce qu'on peut développer un pays en ayant une population malade qui ne peut pas se soigner?
Est-ce qu'on peut développer un pays en ayant une population qui veut aller amener ses enfants à l'éducation et qui a des moyens pour le faire? Moi, il y a combien d'enfants, de jeunes à Mbacké à qui je paye les frais de scolarité au niveau des écoles privées de Mbacké, au niveau des écoles de formation ici à Dakar, parce que leurs parents ne le peuvent pas. Combien j'ai parvenu à aider, encadrer, payer leur formation et insérer dans la vie active pour qu'ils aient la possibilité de prendre en charge leurs enfants. Alors que ça, c'est la relève de la nation. Pourquoi à Cuba, les ressources humaines sont très développées? Parce que l'éducation est gratuite. Mais oui, mais s'il y a eu changement de régime entre-temps, c'est justement pour en arriver à ce que vous évoquiez tantôt. Non, il faut d'abord avoir cette vision de la société. Non, il y a eu une vision, il y a eu un projet, il y a eu un livre de solutions, il y a eu un projet, il y a eu, je ne sais pas moi, Sénégal 2050. Pour vous, c'est... Fabrice, dans l'espace politique sénégalais, je suis le seul qui développe la gratuité de l'éducation et la gratuité de la santé. Il n'y a pas un autre acteur politique dans l'environnement politique que tu as entendu développer ça. Donc ça ne fait pas partie de la vision du candidat Diomaye président que j'ai lu. Je n'ai pas vu la gratuité complète de l'éducation, je n'ai pas vu la gratuité de la santé. Les conditions des populations n'ont pas fondamentalement changé, il faut qu'on le dise, parce qu'il y a quand même des difficultés que même ils reconnaissent. Et vous pensez que... Pourquoi le président a dit que nous n'avons pas de marge de manœuvre? Mais oui, mais s'il a dit que nous n'avons pas de marge de manœuvre, c'est parce que le legs a été rocambolesque aussi. Oui, mais vous savez, quand on prend un pouvoir, on le prend pour l'actif et le passif. On a changé de régime. On ne peut pas revenir en arrière pour parler de Macky A, Macky A. Non, le temps de Macky est passé. Moi, je ne perdrai plus mon temps à critiquer Macky Sall. Mais on peut faire l'évaluation quand même. Il faut faire l'état des lieux. Ce n'est pas... Je suis totalement... L'état des lieux, parce que aussi changer un pays, c'est pas changer un poulailler ou bien... On a dit ce qu'on ne vient pas, oui. Fabrice. Hein? On a dit ce qu'on ne vient pas. C'est pourquoi il faut faire, en dehors de faire la situation du pays, moi je pense que chaque année, le président de la République doit faire l'état de la nation. C'est ma conviction profonde. Parce que quand on vous confie les destinées d'un pays, chaque année, tu dois t'adresser au pays, faire ce qu'on appelle l'état de la nation. Dans certains pays, ça se fait. C'est vrai, il faut évaluer, il faut auditer, mais il ne faut pas arrêter les projets. Tout ça peut se faire en même temps. Je le dis d'autant plus que moi-même, je suis auditeur international. J'audite des entreprises. Mon rôle, c'est d'évaluer les entreprises, de les auditer. Mais l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer la gestion, c'est d'améliorer les performances de l'entreprise. Vous pensez que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont pas dans cette disposition? Bon, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut relancer les projets. Il faut relancer le BTP. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont eu maille à partir de la justice, on ne doit pas les juger. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas pour la reddition des comptes. Nous sommes fondamentalement, du point de vue de mon histoire et de mon parcours, je ne peux pas soutenir un voleur. Parce que c'est ça le plus grand responsable des injustices sociales, des inégalités sociales. Mais je dis qu'il faut qu'on évite de remplacer la reddition des comptes par des règlements de compte. En politique, quand on est dans l'opposition, on souffre. On a des privations. Mais je pense que Nelson Mandela a donné un exemple que tout le monde doit imiter. 26 ans d'emprisonnement, de privation de liberté et de toutes sortes. Mais pourtant, quand il est sorti, il a dit vérité et réconciliation. Un homme d'État, c'est ça son rôle. Parce que vous ne pouvez pas gouverner sans qu'il y ait un espace politique stable, un espace politique de paix et de stabilité. Aucun homme d'affaires ne veut venir investir au Sénégal s'il y a une instabilité institutionnelle, s'il y a une instabilité politique, s'il y a une crise de confiance entre les acteurs qui dirigent le pays. Mais non, mais vous faites un diagnostic qui apparemment c'est-à-dire n'a rien à voir avec ce qui se passe. Aujourd'hui, les institutions fonctionnent normalement. Aujourd'hui, les gens vont et viennent. On vote des budgets. La presse informe. Moi, je parle des principes. Oui, je ne fais pas un diagnostic, oui. Je ne fais pas fondamentalement un diagnostic de la situation actuelle. Oui. Je parle des principes qui peuvent permettre de bâtir une nation et de développer un pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui coince à votre avis? La situation que nous vivons, Fabrice, on n'a pas besoin de le décrire. Nous savons qu'il y a des divergences sur les orientations à prendre.
Nous avons entendu le Premier ministre dire qu'il veut un parti État. Il l'a dit. Est-ce qu'on ne lui prête pas aussi trop des propos, des intentions? Vous l'avez écouté, Fabrice, je pense que vous êtes journaliste. Oui, Vous voulez polémiquer avec moi? Non, pas polémiquer. C'est sûr que vous l'avez écouté. Mais oui, mais parfois, est-ce qu'on ne lui prête pas trop d'intentions ou d'ambitions qu'il n'a pas? Parce que lui, sa volonté de développer le Sénégal, c'est ce qui l'a amené presque au pouvoir. Hein. Vous savez, moi j'ai travaillé un peu avec le Premier ministre Ousmane Sonko dans la coalition Yewwi Askan Wi. J'étais membre fondateur de Yewwi Askan Wi. En 2022 déjà, je prédisais sa prise du pouvoir. Il y a un ministre actuel, je ne veux pas citer son nom, je lui en avais parlé. Que Ousmane Sonko allait prendre le Je lui pouvoir. ai dit qu'en 2022, ce que je vois là, c'est que Ousmane va prendre le pouvoir. Vous lui avez dit à Ousmane Sonko? Je ne l'ai pas dit à Ousmane, je l'ai dit à un ami de Ousmane, le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Cheikh Tidiane Dièye. Je lui ai dit que le bonhomme là, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être encadré. Pour être un chef d'État, il y a un niveau dans lequel il faut se situer. Je lui ai dit, à la limite, il faut le coacher. Vous l'avez dit à Cheikh Tidiane? Je l'ai dit à Cheikh Tidiane Dièye. Je ne sais plus, je pense que c'était en Casamance, je ne sais plus. Hein? Je lui ai dit, vous avez la particularité d'être son ami. Ce n'est pas mon cas, moi. Nous, on a des relations amicales, des relations politiques. Donc, vous devez l'aider dans beaucoup de situations auxquelles il pourra être confronté, et c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer à ça. Je le prédisais, mais Dieu en a décidé autrement, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais pourquoi vous avez choisi Cheikh Tidiane Dièye pour justement... Mais parce qu'on discutait, lui et moi, justement. Et dans la discussion, je lui ai fait part de ça, j'en ai parlé à d'autres. Donc je n'ai pas de problème moi particulier avec Ousmane Sonko, mais même si on a eu des divergences liées au fonctionnement de Yewwi Askan Wi sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, parce qu'il faut savoir aussi tourner le dos au passé quand ce n'est pas nécessaire. On ne va pas être là à raconter des histoires. Mais oui, mais quelle que soit l'histoire que vous racontez, mais il aura eu raison sur tout le monde, il est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas fondamentalement arriver au pouvoir qui est la raison fondamentale. C'est quoi? Ce n'est pas fondamentalement ça. Nous avons des valeurs, des principes qu'il nous faut défendre à ton point de vue. Nous, on a rejoint la coalition Diomaye, mais vous verrez que les principes que j'ai défendus, je vais continuer à les défendre. Vous venez de rejoindre la coalition Diomaye? Oui, nous venons de rejoindre la coalition Diomaye avec notre... Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe Sur quoi au sommet de l'État? Mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Des fois, pourquoi même le président et le premier ministre, souvent, ils ne sont pas d'accord? Ça veut dire que c'est ça. C'est normal. Non, c'est ce qu'on croit. Est-ce que c'est le cas? Mais, Patrice, vous savez même qu'il y a des problèmes. Tout le monde le sait. Parce que nous avons écouté le Premier ministre. Quand même, s'il n'y avait pas de problèmes, il ne ferait pas les discours qu'il fait. Je pense que vous avez vu les partisans, tous les discours qu'ils tiennent. Moi, je pense très sincèrement que le Premier ministre et le Président de la République doivent s'entendre. Il y va de l'intérêt de la nation. Parce que le Président de la République, c'est lui qui est investi des pouvoirs pour diriger ce pays. Il a décidé de déléguer certains de ses pouvoirs à la limite de ce qu'a dit la Constitution au Premier ministre. Et le Premier ministre donc a été nommé par le Président par décret. Mais nous avons quand même dans l'histoire politique du Sénégal une situation exceptionnelle. Inédite, on va dire. Inédite, comme vous voulez. Inédite. Comme vous voulez. Oui. Une situation exceptionnelle où le chef du parti majoritaire a un de ses frères qui est président de la République. Et s'il est président, c'est grâce au chef du parti, c'est ce qu'ils disent. Hein. Vous voyez, depuis les indépendances jusqu'à présent, on n'a jamais eu une situation pareille. C'est vrai, M. Sonko a du mérite. On ne va pas discuter, il a désigné Bassirou, il ne l'a pas désigné. Moi, ce que je crois, en tant que musulman, c'est Dieu qui donne le pouvoir et qui l'arrache. Je crois à ça, fondamentalement. Moi-même, j'avais dit que Sonko allait prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire que Sonko, s'il choisit un candidat, moi, je savais que ce candidat allait gagner. Donc, on reconnaît à Sonko ce pouvoir-là. Moi, je l'ai dit la dernière fois que j'étais à une télévision de la place, permettez-moi de le citer, Walfadjri, il n'y a même pas 3 semaines. Il faut reconnaître à Sonko ses capacités exceptionnelles de mobilisation. Oui. Ça, ne pas le reconnaître, c'est voir le soleil et dire que ça, c'est pas le soleil. Ça, c'est pas un débat. Moi, je lui reconnais ça.